Mon père a écrasé mes rêves de chef et a refusé de payer mes frais de scolarité en ricanant. Les sentiments de l'enfant doré comptent plus que ton avenir. Mon père a écrasé mes rêves de devenir chef et a refusé de financer mes études, se moquant en disant: les sentiments de l'enfant doré comptent plus que ton avenir. Il m'a forcé à partir. Absolument pas. Je ne paierai pas un centime pour que tu te pavanes dans une cuisine française chic pendant que Daniel a besoin de soutien ici. Les mots ont frappé avec une cruauté précise, pratiquée. Pas de cris, pas de colère. Juste une certitude froide. Une phrase prononcée comme un verdict. Je suis resté là, dans le bureau de mon père, la lettre d'acceptation tremblant dans ma main, son écriture élégante maintenant floue à cause de mes doigts tremblants. Le cordon bleu. Paris. Le rêve que j'avais osé nourrir en silence pendant des années, réduit soudainement en poussière sur un bureau en acajou. Et il n'a même pas bronché. Je m'attendais à un sermon. Peut-être un de ces commentaires à peine voilés sur les vraies carrières ou les ambitions masculines, mais pas ça. Pas un rejet pur et simple, et certainement pas ce ton, pas ce mot. Un hobby. C'est ainsi qu'il l'a qualifié. La cuisine qui était devenue mon refuge après la mort de maman. La cuisine où sa présence persistait dans chaque poêle usé, chaque carte de recette tachée. La façon dont elle se penchait, goûtait ma sauce et disait: tu as quelque chose de rare, mon amour. Ne laisse personne te dire le contraire. Sa voix résonnait dans ma mémoire, pleine de feu silencieux. Et maintenant, son mari, l'homme qui lui offrait des fleurs chaque vendredi, qui lui tenait la main pendant la chimiothérapie, effaçait tout ce qu'elle avait nourri en moi d'un simple rictus méprisant. Je ne paierai pas pour cette illusion, ajouta-t-il. Daniel est en difficulté. Ses notes baissent. Il a besoin de soutien, de stabilité. Que tu sois en compétition avec lui n'aide en rien. C'est lui qui compte maintenant. Il le disait si calmement, comme si c'était un fait, comme si ça avait toujours été un fait. Et peut-être que ça l'avait été. Je n'ai pas argumenté. Pas à ce moment-là. Je suis resté là, le sang me montant à la tête, le regardant revenir à son écran, comme si j'étais un client dont la demande avait été refusée. Efficace. Clinique. Daniel, son enfant doré. Toujours en besoin. Toujours en échec. Toujours sauvé. Et moi, le silencieux, celui indépendant, qui avait appris à ne pas avoir besoin pour ne pas être un fardeau. Celui qui nettoyait après les colères, qui gardait des A, qui restaient hors du chemin. Mon avenir, mon identité, étaient sacrifiés sur l'autel de la médiocrité d'un frère. Pas parce que nous étions fauchés. L'entreprise de mon père prospérait. Non. C'était parce que mon succès faisait paraître Daniel encore plus médiocre. Parce que dans son équation tordue, l'équilibre signifiait que je devais rétrécir pour que Daniel puisse se sentir grand. Je le regardais, vraiment le regardais, sans le filtre du désir. Je vis un homme terrifié par la faiblesse, obsédé par le contrôle, prêt à détruire le rêve de son propre fils pour préserver l'illusion de l'enfant préféré. Le silence s'étira. Je m'étais préparé à plaider, à expliquer, à supplier, si nécessaire. Mais soudain, rien de tout cela ne me semblait possible, ni nécessaire. Quelque chose en moi se figea. La lettre dans ma main, preuve d'années d'efforts secrets, de passion, de promesses, se courba légèrement sur les bords. Et pourtant, il ne leva même pas les yeux. Il ne demanda même pas ce que cela signifiait pour moi. Il s'en fichait. Ce n'était pas une conversation. C'était un enterrement. Et mon père tenait l'appel. Le silence qui suivit son verdict n'était pas vide. Il était épais, suffocant, vibrant de l'histoire non dite. Je suis resté figé sur place, la lettre d'acceptation dans ma main, me brûlant comme une braise. Mes arguments soigneusement préparés, les plaidoyers sincères sur l'honneur de la mémoire de maman, les points rationnels concernant les perspectives de carrière, tout cela se dissolvait en statique insignifiante face à son rejet glacial. Il s'en fichait vraiment. Ce n'était pas une question de logique ou d'argent. C'était un jeu de pouvoir, une réaffirmation de la place de Daniel, comme le soleil, et de la mienne, comme la lune distante et insignifiante. Un goût amer et métallique remplissait ma bouche. Le goût des années de rancœur avalée, enfin remontant comme de la bile. La glace qui s'était formée en moi commença à se fissurer, remplacée par une bouffée de fureur brûlante que je n'avais pas ressentie depuis, eh bien, peut-être jamais. Ma voix, quand elle finit par émerger, était rauque, méconnaissable. Donc c'est tout? Juste non? Parce que Daniel pourrait se sentir mal. Je crachai son nom, le son étranger et laid sur ma langue. Pour la première fois, il leva les yeux de son écran, un éclat d'agacement dans ses yeux,
comme si j'étais une mouche persistante qu'il n'arrivait pas à chasser. Je t'ai dit, dit-il, son ton sec, impatient. Sa stabilité passe avant tout. Toi, tu es plus vieux. Tu es débrouillard. Tu t'en sortiras. Débrouillard. Le mot qu'il utilisait toujours lorsqu'il voulait se dédouaner de toute responsabilité. C'était un code pour démerde-toi parce que je ne t'aiderai pas. C'était le même mot qu'il utilisait lorsque Daniel avait emprunté mes économies pour un investissement sûr qui s'est évaporé. Ou quand Daniel avait écrasé sa première voiture et que mon père avait payé les réparations en douce, me disant que je devais être plus compréhensif avec les ajustements de mon frère. Eh, débrouillard, répondis-je, un rire amer échappant de mes lèvres. Tu veux dire commodément ignoré? Tu veux dire le fils que tu n'as jamais voulu, parce que j'aimais les cuisines plus que les terrains de foot? Le fils dont tu as mis de côté les réalisations pendant que tu ancrais chaque effort médiocre de Daniel comme un chef-d'œuvre? Les mots sortirent, alimentés par des années de douleur réprimée. Est-ce que quoi que ce soit que j'ai fait a été suffisant? Ou ai-je toujours été juste le remplaçant? La pièce de rechange au cas où le Golden Boy trébucherait trop? Son visage se durcit. Cela, enfin, semblait pénétrer son armure d'indifférence. Ne t'avise pas de me parler comme ça, avertit-il, sa voix dangereusement basse. Je t'ai donné un toit au-dessus de ta tête, de la nourriture sur la table. Tu m'as donné des miettes, répliquai-je en faisant un pas en avant, le bureau en acajou devenant un champ de bataille entre nous. Des miettes d'attention, des miettes d'approbation, pendant que tu dorlotais Daniel avec tout. Tu ne m'as jamais vu, n'est-ce pas? Pas vraiment. Tu voyais peut-être maman en moi, les parties que tu ne pouvais pas contrôler, les intérêts que tu ne comprenais pas, et tu les détestais. Je gesticulai en montrant la lettre. Ce n'est pas juste de la cuisine. C'était son rêve à elle aussi, celui qu'elle a abandonné pour ton entreprise familiale. Et tu craches dessus, comme tu as toujours craché sur tout ce que j'aimais. Il frappa le bureau de sa main, le bruit brisant le silence tendu. Assez. Je ne financerai pas cette fantasme ridicule. Tu veux être chef? Très bien. Fais-le avec ton propre argent. Ne t'attends pas à ce que je finance ton échec pendant que Daniel a besoin de mon soutien pour bâtir un vrai avenir. Un vrai avenir? Hurlai-je, les larmes me piquant enfin les yeux, chaudes et furieuses, comme celui que tu envisages pour lui, échouer en montant, sauvé à chaque tournant? C'est ça la stabilité que tu protèges? Ou est-ce que tu as juste peur que je réussisse vraiment? Que je puisse surpasser ton précieux enfant doré et prouver que tu as soutenu le mauvais fils tout du long? L'accusation plana dans l'air, lourde et toxique. Son visage se contracta. Un mélange de rage et de quelque chose d'autre. Quelque chose qui ressemblait tristement à une confirmation. Il se leva, sa présence imposante. Sors, souffla-t-il, sa voix tremblant de fureur contenue. Sors de mon bureau. Et si tu ne peux pas accepter ma décision, tu peux sortir de ma maison. C'était fini. La finalité de la chose me frappa plus durement que le rejet lui-même. Il ne rejetait pas seulement mon rêve, il m'effaçait totalement de l'équation. La maison, l'endroit rempli du fantôme de maman, semblait soudainement étrangère, hostile. Ce n'était plus ma maison. C'était son royaume et j'étais banni. Je n'avais pas besoin qu'on me le dise deux fois. Avec un sanglot étouffé qui avait le goût de la défaite et de la fureur, je me retournai, attrapai la lettre d'acceptation maintenant froissée et sortis, non seulement de son bureau, mais de la vie que j'avais connue. La porte se referma derrière moi, un bruit bien plus fort et plus définitif que n'importe quel cri. Sortir de cette maison ressemblait à un saut dans le vide, dans de l'eau glacée. Il y eut le choc initial, le souffle coupé, puis un engourdissement glacé qui s'insinuait dans mes os. Je ne suis pas sorti dramatiquement. Je me suis déplacé avec une étrange, détachée calme, emballant un seul sac de voyage dans la chambre qui sentait encore légèrement les sachets de lavande de maman. Chaque objet que je pliais, des t-shirts usés, quelques livres de cuisine précieux avec ses annotations dans les marges, une photo encadrée d'elle souriant, me semblaient être les morceaux d'une vie qui n'existait plus. Je n'ai pas traîné. Je ne me suis pas permis un dernier regard, en larmes, autour de la cuisine où j'avais passé d'innombrables heures à chercher du réconfort. La chaleur de cette maison avait été éteinte par le décret glacial de mon père. En passant près de la porte de Daniel, je n'ai ressenti qu'une douleur sourde, pas de haine, pas encore, mais le vide profond d'un lien qui n'avait jamais vraiment existé, sacrifié depuis longtemps sur l'autel du favoritisme. Partir n'était pas seulement quitter la maison, c'était amputer une partie de moi-même, un membre toxique qui menaçait de empoisonner le reste. Le seul endroit où je pouvais penser aller était chez ma tante Carole, la sœur aînée de maman. Elle vivait de l'autre côté de la ville.
un monde à la fois métaphoriquement et presque littéralement éloigné. J'hésitais avant de l'appeler, la fierté luttant avec le désespoir. Demander de l'aide semblait être une admission de défaite, confirmant la version de mon père, selon laquelle je ne pouvais pas m'en sortir seul. Mais l'image de son visage chaleureux et pragmatique, tellement similaire à celui de maman mais gravé de sa propre résilience, me donna du courage. Je trouvai un téléphone public, mon propre forfait étant lié au compte de mon père, un détail que je réalisai soudain avec une nouvelle vague d'amertume, et composai son numéro, ma main tremblant. Lorsqu'elle répondit, sa voix me ramena instantanément à la réalité, et je n'ai pas pu contenir le tremblement dans ma propre voix. Je lui expliquai tout, la lettre d'acceptation, le refus de mon père, les mots exacts qu'il avait utilisés à propos de Daniel, l'exil effectif. Tante Carole écouta en silence, ponctuée seulement par des respirations profondes. Quand j'eus terminé, en retenant mes larmes, sa réponse n'était pas de la pitié. C'était une pure et simple rage dirigée droit vers mon père. Cet abruti, ce salaud, siffla-t-elle, le venin dans sa voix me surprenant. Faire ça à son propre fils, à l'enfant d'Élénore, à cause de l'ego fragile de Daniel? Il n'a pas changé d'un iota, hein? Toujours à protéger ce garçon, toujours à lui trouver des excuses. Elle ne perdit pas de temps en condoléances. Tu fais tes valises, ordonna-t-elle, son ton se transformant en détermination farouche. Tu viens ici. Tout de suite. On s'occupera du reste. Sa certitude inébranlable était la bouée de sauvetage dont j'avais désespérément besoin. Il n'y avait pas d'hésitation, pas de «laisse-moi réfléchir». Juste un soutien immédiat et inconditionnel. Le contraste avec mon père était saisissant. Arrivé dans la maison confortable et en désordre de ma tante Carole, remplie de l'odeur de pain chaud et de terreau, ressemblait à atteindre un havre de paix après avoir navigué dans un ouragan. Elle m'enveloppa dans un câlin qui en disait long, un câlin qui ressemblait à celui de maman, et pour la première fois depuis avoir quitté le bureau de papa, je me permis de craquer. La réalité financière, cependant, était nette. Tante Carole était à l'aise, mais pas riche comme papa. Les frais de scolarité pour le cordon bleu, plus les frais de vie à Paris, étaient astronomiques. Lui demander de l'aide me semblait poser un fardeau impossible sur ses épaules. Mais tante Carole, alimentée par une colère juste et une fidélité farouche à la mémoire de sa sœur, ne lâchait rien. Il pense qu'il peut écraser ton rêve, ricana-t-elle un soir, faisant les 100 pas dans sa petite cuisine. Il pense qu'il peut effacer l'héritage d'Éléanore en toi, pas sous ma surveillance. Ce qui suivit fut une leçon magistrale de détermination. Tante Carole, il s'avéra, avait un réseau aussi solide que sa volonté. Elle appela des amis, des anciens collègues, des parents éloignés, des gens qui avaient aimé ma mère, des gens qui connaissaient l'histoire de mon père et ses favoritismes évidents. Elle ne demandait pas juste de l'aide. Elle présenta mon cas comme une avocate, détaillant la cruauté de mon père, ma passion, mon talent, l'injustice de tout cela. Elle affronta même mon père directement, un appel téléphonique que j'entendis de la pièce voisine, sa voix dangereusement calme alors qu'elle lui demandait s'il reconsidérerait sa position, peut-être offrir un prêt. Sa réponse, froide et méprisante, semblait inclure des menaces de couper les ponts avec Carole aussi si elle s'en mêlait. Cela ne fit que la galvaniser davantage. Miraculeusement, contre toute attente, les gens répondirent. De petites donations, de plus grands prêts, des promesses de soutien. C'était une couverture de générosité, cousue ensemble par la croyance inébranlable de tante Carole et la mémoire de ma mère. C'était à la fois humble, accablant, et cela renforça ma détermination. Je ne faillais pas. Je leur devais cela à tante Carole, à maman. Des mois plus tard, debout à la porte d'embarquement de l'aéroport, serrant un billet aller simple pour Paris et la lettre d'acceptation usée, cela semblait irréel. Tante Carole se tenait à mes côtés, ses yeux brillaient un peu trop. Fais ta mère fière, murmura-t-elle, serrant ma main, et fais-lui regretter le jour où il t'a sous-estimé. Alors que l'avion décollait, emportant la ville et les décombres de ma vie passés derrière nous, je ressentais un mélange effrayant et exaltant de peur et de liberté. Paris, le cordon bleu, le rêve, c'était réel. Mais le poids de l'attente, la nécessité de valider les sacrifices faits pour moi, était immense. L'échec n'était pas une option. Je ne réussirais pas juste. Je surpasserais. Je construirais un avenir tellement brillant qu'il brûlerait les ombres que mon père avait projetées sur moi pendant si longtemps. Le silence de sa part et celui de Daniel étaient absolus pendant ces premiers mois. Un silence que j'ai imité. Il n'y avait aucune raison de tendre la main. Les ponts n'étaient pas juste brûlés. Le sol sur lequel ils reposaient s'était effondré en poussière. Ces années à Paris n'étaient pas seulement une question d'apprendre des techniques.
Elles étaient un forgeage de moi-même dans le feu. Le cordon bleu était exigeant, impitoyable, une cocotte minute conçue pour séparer les passionnés des simplement intéressés. Mais alimentée par la foi de tante Carole, la générosité des inconnus qui avaient honoré la mémoire de ma mère, et un désir brûlant de prouver que mon père avait profondément tort, j'ai prospéré. Je n'apprenais pas seulement. Je consommais les connaissances, j'absorbais des compétences, je poussais mes limites, jusqu'à ce que l'épuisement floute les bords de ma vision. Tandis que d'autres étudiants faisaient la fête ou exploraient la ville, je passais souvent mes soirées dans les cuisines de pratique, perfectionnant une sauce, maîtrisant une technique de pâtisserie difficile ou effectuant des horaires épuisants en santé santé, tant que commis dans un bistrot local animé pour joindre les deux bouts et alléger le fardeau de tante Carole. Chaque franc que je gagnais semblait précieux, durement gagné. La cuisine est devenue ma véritable maison, bruyante, chaotique, exigeante, mais honnête. Ici, les résultats comptaient, pas ton nom de famille ou la préférence de ton père. Le talent et le travail acharné étaient les seules monnaies. Je renvoyais la moitié de chaque maigre chèque à tante Carole, suivant méticuleusement les dettes qu'elle et ses amis avaient engagées pour moi. Ce n'était pas juste un remboursement, c'était un rituel, un rappel constant de ceux qui avaient véritablement investi dans mon avenir. Elle protestait légèrement dans ses lettres, remplies de mises à jour fières sur mes progrès qu'elle avait réussi à glaner, me disant de me concentrer sur moi-même. Mais j'insistais. Les rembourser me donnait l'impression de reprendre une part de ma dignité, prouvant que j'étais capable de tenir sur mes propres pieds, contrairement au fils que mon père soutenait sans cesse. Mon français s'améliorait, mes compétences se perfectionnaient et peu à peu, je commençais à me faire un nom dans les cercles culinaires exigeants de Paris. L'obtention de mon diplôme n'était pas simplement une cérémonie. Elle semblait être une émergence. Je partais non seulement avec un diplôme, mais avec une détermination renforcée et des compétences aiguisées à la pointe du rasoir. Quelques mois plus tard, j'obtenais un poste convoité dans un restaurant haut de gamme, reconnu par Michelin, travaillant sous un chef notoirement brillant, terriblement exigeant. Les horaires s'y étaient brutaux, la pression immense. Mais j'absorbais tout, apprenant l'art de la gastronomie, les subtilités de la gestion d'une cuisine exigeante, la confiance tranquille de la véritable maîtrise. La France était enivrante, mais l'appel du retour, le désir de construire quelque chose de mien, devenait plus fort chaque année. Plus précisément, le rêve d'un restaurant portant son nom, Eleanor's. Cela semblait être l'hommage ultime, la manière la plus puissante de récupérer son héritage de la narration dédaigneuse de mon père. Ce serait une déclaration, un phare. Après plusieurs années intenses, après avoir économisé avec rigueur et remboursé chaque dette, je me sentais enfin prêt. Retourner dans ma ville natale était étrange. Les rues étaient familières, mais je me sentais comme un étranger. La ville portait des fantômes, des souvenirs de humiliation d'enfance, l'écho du rejet de mon père. Mais c'était aussi l'endroit où maman avait vécu, ri et cru en moi. C'est ici que devait être Eleanor's. Trouver les bons partenaires était crucial. Deux amis avec qui je m'étais lié dans les tranchées de l'école culinaire, tous deux des chefs remarquablement talentueux, originaires du même état que moi, partageaient ma vision. Liam, avec son flair innovant, et Sophia, une génie de la logistique avec une présence apaisante, ils étaient les contrepoids parfaits à mon propre moteur intense. Nous avons mis en commun nos économies, rédigé des plans d'affaires jusqu'à tard dans la nuit, alimentés par le café et l'ambition, et avons exploré des emplacements. Nous avons opté pour un bel endroit légèrement négligé dans le quartier en pleine expansion du centre-ville, imaginant de hauts plafonds, un éclairage chaleureux et une cuisine ouverte où l'art de la cuisine pourrait être observé. Quand il fut question du nom, Liam et Sophia n'ont pas hésité. Ils connaissaient mon histoire, la signification. Il faut que ce soit Eleanor's, dit fermement Sophia, sa main couvrant brièvement la mienne. Ça, c'est parfait. Entendre son nom prononcé avec un tel respect, le voir planifié pour l'enseigne élégante, semblait être un baume sur de vieilles blessures. Ma mère, Eleanor, portait un nom à la fois beau et peu commun dans notre ville. Un coup de chance qui rendait le restaurant encore plus destiné, encore plus à elle. Les mois précédant l'ouverture furent un flou de chaos maîtrisé. Rénovation, développement du menu, embauche du personnel, négociations sans fin avec les fournisseurs. Il y eut des moments de doute, des nuits où je fixais le plafond, la voix méprisante de mon père résonnant dans ma tête. Fantaisie ridicule, subventionner ton échec. Mais je pensais à la foi inébranlable de tante Carole, au visage de ses amis qui avaient contribué, à la fierté silencieuse dans les yeux de maman lorsque je lui avais présenté un soufflet parfaitement levé étant enfant. Et le doute s'éloignait, remplacé par une détermination farouche.
Nous avons mis tout ce que nous avions dans Eleanor's. Ce n'était pas simplement un restaurant, c'était une déclaration. C'était la preuve que le rêve qu'il avait tenté d'enterrer avait pris racine et avait fleuri de manière spectaculaire. À l'approche de la soirée d'ouverture, un lancement soft méticuleusement planifié pour des invités triés sur le volet, la question des invitations se posa. Tante Carole et son cercle d'amis étaient en tête de liste, aux côtés de Liam, Sophia et quelques amis loyaux de mes années d'école qui connaissaient la vraie histoire. Mais mon père et Daniel, l'idée était risible. Pourtant, une petite partie traîtresse de moi se demandait s'ils en avaient entendu parler, s'ils s'en souciaient. Je n'avais pas parlé à l'un ou l'autre depuis le jour où je suis parti. Pas d'appel, pas de texto, aucune reconnaissance de mon existence de leur part, et rien d'offert de la mienne. C'était une rupture nette, ou du moins, je le pensais. Mais à mesure que les dernières touches étaient apportées à Eleanor's, un sentiment de présage, un frisson d'inquiétude, s'installa sous ma peau. Le succès, j'apprenais, ne passe jamais inaperçu, surtout pour ceux qui se sentent en droit d'en obtenir une part. Le lancement soft de Eleanor's resplendissait comme un rêve. Le jazz s'enroulait dans l'air comme de la fumée, les verres s'entrechoquaient, les rires montaient et descendaient comme des vagues douces. Liam et Sophia circulaient parmi les invités, radieux de fierté. Tante Carole était assise près de la cheminée, les yeux embués. C'était ça, le moment vers lequel tout ce qui était douloureux nous avait menés. Et puis la température baissa. Je les ai vus avant qu'ils ne me voient, mon père et Daniel, debout près de l'entrée comme s'ils y étaient chez eux, comme s'ils n'avaient pas aidé à enterrer ce rêve avant même qu'il ne prenne son premier souffle. Ils étaient arrivés tôt, affichant le nom de la famille auprès de la sécurité. Bien sûr qu'ils l'avaient fait. Leurs visages s'illuminèrent lorsqu'ils m'aperçurent. La voix tonitruante de mon père brisa le calme. Fils, regarde ça! Incroyable. Il me tapa dans le dos, Daniel traînant derrière, les yeux scrutant la foule, la décoration, le vin. Son approbation, comme un voleur inspectant une maison. Liam et Sophia apparurent à côté de moi, leur posture protectrice. Après une courte présentation, ils s'éloignèrent, sentant ce que c'était vraiment. Une embuscade déguisée en costume et cravate. Puis vint le cadeau. Daniel le présenta avec l'aisance d'un magicien. Un portrait encadré de maman. Magnifique, tendre, trop sacré pour être utilisé de cette manière. Je l'ai fait faire moi-même, dit fièrement mon père. Je savais que ce serait l'hommage parfait. Eleanor's. On a toujours dit que tu avais cette étincelle, n'est-ce pas, Daniel? Daniel acquiesça avec enthousiasme. Je l'entendis à peine, parce que je compris l'angle. Ils n'étaient pas là pour la nourriture, ni pour la fierté, ni pour moi. Ils étaient là pour leur part. Et juste à ce moment-là, mon père se pencha, sa voix s'adoucissant. À propos de Daniel, l'histoire était prévisible. Mauvaise note, bourse perdue, un job temporaire qu'il détestait, tout présenté comme une lutte noble. Puis vint la demande. Cet endroit, il pourrait lui donner un but, un avenir. On pensait partenariat. Voilà, le pire des insultes. Le fils à qui on a tout donné voulait maintenant une part de ce pourquoi j'avais saigné, parce qu'il était Daniel, parce que papa l'avait dit. Un partenariat, répétai-je, la voix plate. Il a juste besoin d'un coup de pouce. Tu réussis bien maintenant, partage un peu la vedette. Je laissai le silence répondre pour moi. Laisse-moi réfléchir, dis-je finalement. Leur sourire de soulagement était palpable. Ils pensaient avoir gagné. Ils n'avaient aucune idée que les projecteurs allaient bientôt les brûler. Plus tard, les toasts commencèrent. Liam et Sophia prirent la parole en premier. Sincère, émouvant, plein de respect. Puis vint mon tour. Je levai mon verre. À Liam et Sophia, à tante Carole et à toutes les personnes qui ont cru. Sans vous, rien de tout cela n'existerait. Des applaudissements chaleureux. Je levai alors mon verre plus haut. Et à ma mère, Éléonore. Cet endroit porte son nom, parce que sa foi en moi n'a jamais vacillé, même quand d'autres. Je laissai la pause s'étirer. La pièce se fit silencieuse. Ils m'ont essayé de l'éteindre. Mon père se redressa, sentant un changement. Elle m'a dit que mes mains pouvaient créer quelque chose de beau. Mon père appelait ça un hobby. Il disait que mon rêve n'était qu'une illusion. Il a refusé de financer mes études. Pas parce qu'il ne pouvait pas, mais parce qu'il avait peur que ça fasse paraître mon frère sous un mauvais jour. Des soupirs de surprise. Et Daniel était le préféré, l'espoir fragile. Mon succès était une menace pour lui. Et ainsi, on m'a dit de me réduire, de sacrifier, de disparaître. Je vis la couleur se retirer de leur visage. Alors oui,
J'ai construit cet endroit à partir de rien, parce que c'est ce qu'on m'a donné. Rien d'autre que le rejet. Et ce rejet est devenu du carburant. Je regardais mon père droit dans les yeux. Merci pour ça. Puis je tournais le regard vers Daniel. Pas de partenariat, pas d'aide. Ce n'est pas ton arc de rédemption. C'est le moment où tu réalises que ce n'était jamais le tien, de toute façon. La pièce resta figée dans un silence abasourdi. Puis, doucement, tante Carole leva son verre. À la résilience. Un par un, les autres suivirent. Mon père et mon frère rétrécirent sous le poids des regards qui, enfin, voyèrent la vérité. Ils sont venus pour le pouvoir. Ils sont repartis avec rien. La pièce retint son souffle après le toast de tante Carole, suspendu dans une rare et collective immobilité. Puis, lentement, les verres se levèrent. Un chœur silencieux d'acquiescement. Pas d'applaudissements, pas de bruit, juste l'unité, précise et dévastatrice. Mon père et Daniel restaient immobiles au centre de tout, pris dans un projecteur qu'ils ne s'étaient pas attendus à ce qu'il brûle. Leurs visages, autrefois arrogants, assurés, vacillaient maintenant entre confusion, honte et quelque chose ressemblant à de la peur. Ils ne se sont pas disputés, ils ne se sont pas excusés. Ils se sont simplement tenus là, exposés. Ils n'avaient même pas besoin qu'on leur demande de partir. Le silence les a chassés. Les yeux d'une pièce qui avait vu la vérité, enfin, sont devenus une force plus puissante que tout ce que j'aurais pu dire. Ils se sont retournés. Pas brusquement, pas dramatiquement. Juste, ils se sont effacés, glissant à nouveau dans l'ombre qui ne pouvait plus revendiquer la lumière. Lorsque les derniers invités partirent, le rire résonnant encore faiblement à travers les briques et le verre, je suis resté. Juste un moment. Seul. Eleanor semblait différente maintenant. Pas seulement un rêve réalisé, mais une blessure fermée. L'air vibrait de chaleur résiduelle, mais la tempête qui avait autrefois vécu en moi, les années d'amertume, la faim dévorante de validation, s'était apaisée. Elle était partie, devenue silencieuse. Je traversai la pièce jusqu'au portrait, jusqu'à elle. Son sourire, capturé pour l'éternité dans des coups de pinceau et de lumière, croisa le mien. Je touchai le cadre, pas pour chercher du réconfort, mais comme un salut. On l'a fait, maman. Aucune flamme dans ma poitrine, aucune vengeance, juste la paix. Ils étaient revenus pour récupérer le contrôle, pour utiliser sa mémoire comme une arme, pour se réinsérer. Et j'avais tout repris, pas avec la rage, avec la clarté. Les lumières de la cuisine s'éteignirent. Le parfum de vanille et de pain frais persistait, doux et certain. Un souffle, un souvenir, une promesse. Et pour la première fois, j'y ai cru. Cette vie, ma vie, était enfin la mienne.